Bonjour et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui malheureusement concerne beaucoup de gens. Une personne sur 4 va faire un AVC dans sa vie. Oui, un quart de la population et même plus souvent des femmes que des hommes. Alors, on a décidé de consacrer un épisode complet à ce mal peu connu qu'est l'accident vasculaire cérébral. Le professeur Charlotte Cordonnier est l'une des plus grandes expertes en France de l'AVC et sachez qu'elle est aussi, depuis plusieurs années, membre de mon Expérience Club. Elle nous a rejoints chez Wojo Paris Saint-Lazare, notre espace de coworking préféré. Donc rentrons dans le vif du sujet. L'AVC, comment l'éviter, comment le prévenir, comment le soigner, on vous dit tout. Bonne écoute. Bonjour professeur Charlotte Cordonnier, merci beaucoup d'être venue dans ce podcast. Et surtout d'avoir insisté pour venir. Donc j'explique parce que je trouve que c'est vraiment une petite histoire très mignonne. Donc vous êtes membre de l'Expérience Club, voilà, vous utilisez mon application régulièrement pour faire du sport. Vous m'envoyez un message sur Instagram en me disant « Je suis membre de l'Expérience Club, mais je suis aussi… » Et alors attention, le CV long comme le bras. Professeur de neurologie vasculaire au CHU de Lille. Vous avez cofondé le WISE Group Women Initiative for Stroke in Europe. Vous serez présidente de la Société française neurovasculaire à partir de novembre. Vous menez le combat pour que les femmes prennent soin de leur cerveau. Donc, c'est pas rien. Et donc, merci infiniment de prendre le temps de venir vous asseoir en face de moi. Eh bien, merci beaucoup de me donner l'opportunité de partager quelques notions pour apprendre à prendre soin de son cerveau. Alors, le cerveau, on connaît assez peu, en tout cas en tant que personne normale, finalement on connaît assez peu le fonctionnement. Et donc vous, votre combat, c'est l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, notamment chez les femmes. Pourquoi en fait il y a beaucoup d'AVC chez les femmes ? Alors, de manière générale, il y a beaucoup d'AVC tout court. Il faut bien comprendre que l'accident vasculaire cérébral, qui est soit une artère qui va se boucher dans le cerveau et qui va le priver de nourriture et donc il va dysfonctionner, soit une artère qui se déchire, donc les accidents vasculaires du cerveau, touchent à peu près 150 000 nouvelles personnes chaque année. 150 000 personnes en France. En France. Chaque année, c'est énorme. À partir de 25 ans, on estime qu'environ une personne sur 4 fera un jour un AVC dans sa vie. Wow. Donc c'est quelque chose que je pense tout le monde a dans son entourage. Entendu parler. Voilà. Mais alors, quelle est la différence entre un AVC et une attaque cardiaque ? Parce que finalement, l'image, c'est la personne qui tombe. Et là, comment on sait la différence ? Alors, l'attaque cardiaque, c'est une artère qui va se boucher dans le cœur. Brutalement, on a mal, très mal dans la poitrine. L'accident vasculaire cérébral, c'est une artère qui se bouche dans une partie du cerveau. Okay. Et donc, brutalement, on va, par exemple, avoir des difficultés pour bouger le bras ou la jambe, des difficultés pour s'exprimer, ou brutalement, on ne va plus du tout voir d'un seul côté. Donc, on tombe pas par terre, c'est pas… Non, c'est vraiment la dysfonction d'un seul endroit du cerveau. Ok. Donc, en fait, ça peut être, on n'arrive plus à parler, on voit plus, on a mal quelque part, on n'arrive plus bien à bouger ou à coordonner ses mouvements. Oui, alors, on a rarement mal. Ça fait quand même rarement mal, l'accident vasculaire cérébral. Ce qui est vraiment très important de comprendre, c'est que c'est quelque chose qui apparaît soudainement. Et donc, soudainement, on a le bras lourd et la jambe lourde. Et ça va par moitié. Donc, ça va être, par exemple, le bras, la jambe gauche et la partie du visage gauche qui va s'effondrer. Okay. Ça n'est pas les deux jambes et les deux bras en même temps. Okay. Ça n'est pas lorsque l'on s'endort et qu'on s'endort sur son bras, quand on se réveille, on a le bras un peu lourd. Ça, c'est pas apparu de manière brutale. Okay. C'est vraiment la brutalité qui doit nous orienter vers l'hypothèse de l'accident vasculaire cérébral. Pardon pour cette question certainement un peu idiote, mais on a beaucoup d'artères qui vont au cerveau ? Alors, on a 4 axes principaux, les 2 carotides et puis les 2 artères vertébrales qui passent
dans les corps vertébraux. Et puis ensuite, à l'intérieur du cerveau, mais ça va faire un petit réseau. On appelle ça un polygone. On appelle ça le polygone de Willis. Et donc, ça ressemble à un polygone. Et à partir de ces 2 axes de devant et les 2 axes de derrière, eh bien, on va avoir plein de petits vaisseaux qui vascularisent l'ensemble du cerveau. Ok. Et donc, finalement, cet accident vasculaire, c'est comme pour l'attaque cardiaque, c'est-à-dire que l'artère se bouche et le cœur, c'est du cholestérol ou la plaque d'athérome, comme on dit, qui vient boucher l'artère qui soulève et le cerveau n'est plus irrigué, c'est ça ? Alors, contrairement à l'infarctus du cœur, où effectivement c'est toujours une plaque de graisse qui va boucher une artère, dans l'accident vasculaire cérébral, il y a beaucoup de causes différentes. Ah, okay. Ça peut être, dans à peu près 1/3 des cas, effectivement, une maladie liée à la graisse dans les vaisseaux, ce qu'on appelle l'athérome, souvent parce qu'il y a trop de cholestérol. Okay. Mais ça peut être aussi lié à un problème de caillot qui va se former dans le cœur, qui bat de manière irrégulière et qui va l'envoyer dans le cerveau. Ça peut être aussi une déchirure du vaisseau, qu'on appelle une dissection, et c'est en particulier fréquent chez les sujets jeunes. Et parfois, à la différence du cœur qui ne saigne pas, eh ben, le cerveau, ça peut saigner, et il y a un type d'AVC qui correspond aux hémorragies cérébrales. Donc, la grande difficulté de la prise en charge de l'AVC, c'est qu'il faut vraiment que chaque citoyen soit au courant des symptômes. On les a évoqués, brutalement, bras lourds, jambes lourdes, brutalement, difficulté pour parler, brutalement, je ne vois plus d'un côté. Eh bien, si ces signes surviennent, il faut tout de suite appeler le 15. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral juste en regardant la personne et en analysant ses symptômes. On est obligé d'aller voir ce qui se passe dans le cerveau, et pour ça, on a besoin d'un scanner ou d'une IRM. Okay. C'est donc toute la difficulté de la prise en charge, c'est qu'il faut pouvoir amener le patient le plus vite possible au meilleur endroit, c'est-à-dire l'endroit qui va avoir une unité neurovasculaire, des spécialistes et accès à l'imagerie. Donc en fait, il n'y a pas de geste d'urgence comme pour le cœur, par exemple. Le geste d'urgence, c'est faire l'examen. Voilà, le geste d'urgence, c'est de laisser la personne au sol. Si jamais la personne vomit, la mettre en position latérale de sécurité. Okay. Et puis immédiatement appeler le 15 ou le 112, si on se trouve en Europe. Ça permet d'être orienté au bon endroit. Ok, très bien. Et donc, on en guérit ou pas ? Qu'est-ce qui se passe une fois que le cerveau a eu donc cet accident d'irrigation ? Il y a des séquelles ? Alors, l'accident vasculaire cérébral, c'est la première cause de handicap physique de l'adulte. C'est la deuxième cause de troubles de la mémoire. Le trouble de la mémoire persistant après un AVC. Oui, et c'est désormais la première cause de mortalité chez les femmes. Attendez, c'est fou ce que vous me dites. Pour moi, la première cause de mortalité chez les femmes, c'est cancer du sein, col de l'utérus. Cancer du sein, 16 000 décès l'année dernière. AVC, 18 000 décès. Wow. Infarctus du cœur, 5 000 décès. Ok. Et pourtant, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Non, très peu. Parce que sans doute que l'organe cerveau, il est un peu mystérieux. On ne le voit pas. On ne peut pas le toucher. En plus, vous me parlez de décès, mais il y a aussi toutes les séquelles qui ne sont pas comptabilisées dans ces décès. Absolument. Et donc, il y a un enjeu de santé publique d'apprendre à préserver son cerveau. Heureusement, désormais, en 2025, l'accident vasculaire cérébral n'est plus une fatalité. Si on arrive à le prendre en charge très vite, c'est-à-dire chaque minute compte. Okay. Chaque minute où le cerveau n'est pas nourri, c'est 2 millions de neurones qui vont mourir. Et donc, plus on va attendre pour appeler le 15, par exemple, et plus les séquelles risquent d'être irréversibles. Mais si on arrive très, très vite, dans les premières heures qui suivent le début des symptômes, à visualiser l'artère qui s'est occluse, eh bien, on peut injecter un produit où on peut désormais aller naviguer à l'intérieur des vaisseaux du cerveau pour attraper l'obstacle et faire revasculariser le cerveau et le faire refonctionner rapidement. Donc, on estime que lorsque l'on prend en charge une personne victime d'un accident vasculaire cérébral dans les 4h30 qui suivent le début des signes, 4h30. Eh bien, 4 personnes sur 10 sortira de l'hôpital sans séquelles.
Oh, c'est pas super ça. C'est pas super, mais c'est... sur 10 sans séquelles. C'est pas super. Ça fait 60% de séquelles. C'est pas super, mais c'est quand même un changement radical au cours des 20 dernières années. Jusqu'à présent, on n'avait pas de médicaments, pas de stratégie pour protéger le cerveau une fois que ça arrivait. Aujourd'hui, on a des traitements efficaces, mais il faut le faire très très vite. Très vite, ok. Et donc dans ces 150 000 cas par an, donc vous me dites 18 000 décès chez les femmes d'AVC, donc combien... Non, 18 000, oui, chez les 18 000 femmes, décès chez les femmes, voilà, mais donc combien de femmes parmi ces 150 000, c'est quoi le pourcentage de femmes qui font un AVC dans C'est à peu près, oui, c'est un petit peu plus de femmes que d'hommes, principalement parce qu'il y a 3 périodes dans la vie de la femme qui l'exposent à un risque important d'accident vasculaire cérébral. La première période, ça va être la période du début des contraceptions. Et donc, il faut bien évaluer les terrains sur lesquels on prescrit une contraception, notamment avec des estrogènes, puisque lorsque l'on fume, et notamment lorsque l'on est migraineuse, eh bien, il y a certains types de pilules qui contiennent des estrogènes qui sont fortement déconseillées car elles augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral. Donc, il faut bien dire à son gynéco, je fume, j'ai des migraines régulièrement. Alors, je pense qu'effectivement, les gynécologues posent la question. La deuxième période qui est à haut risque dans la vie de la femme par rapport à son cerveau, c'est la grossesse. Et en même temps, la grossesse est une fenêtre d'opportunité de prévention exceptionnelle pour les femmes qui acceptent d'aller prendre soin d'elles parce qu'elles sont en train de produire et de créer la vie. Et donc la grossesse, c'est une fenêtre très particulière où on peut voir apparaître de l'hypertension, ce qu'on appelle l'hypertension gravidique, l'hypertension de la grossesse. On peut avoir du diabète au cours de la grossesse. Et puis des complications plus rares comme quand on parle de la prééclampsie. Et ça, quand on fait par exemple de l'hypertension pendant la grossesse, une fois que la grossesse va se terminer, l'hypertension va se corriger. Et pendant une dizaine d'années, il n'y aura pas du tout d'hypertension artérielle et les patientes auront oublié ce risque. Alors que vers l'âge de 40 ans, elles seront à très haut risque de développer rapidement une HTA avec un fort retentissement sur le cerveau. Donc en gros, si pendant la grossesse, on a de l'hypertension artérielle, ça veut dire que quand on aura 40-45 ans, on sera à très haut risque de faire un AVC. Absolument. Ok. Absolument. J'en ai jamais entendu parler. Et ce que l'on essaye de développer, c'est de créer des filières de prise en charge où lorsque les femmes à un jeune âge sont enceintes et que l'on dépiste des facteurs de risque, hypertension ou diabète, c'est d'essayer de les faire entrer dans un parcours de soins de prévention. Parce qu'on aura vraiment repéré les femmes qui sont les plus à risque pour les accompagner à une autre période de la vie, qui est cette 3e fenêtre de risque, qui va être le moment de la ménopause, où effectivement le profil hormonal va se modifier et on va voir apparaître des facteurs de risque comme l'hypertension, comme le diabète, comme l'hypercholestérolémie. Et ce sera important, là, de les sensibiliser à avoir vraiment une hygiène de vie la plus rigoureuse possible. Donc là, quand même, vous me parlez énormément d'hormones. Donc, on est vraiment sur un lien très fort entre AVC chez la femme et statut hormonal, en fait. C'est comme ça qu'on l'identifie en termes de fenêtre de vie, mais c'est sans doute un peu trop réducteur. On travaille sur une médecine qui est, on dit souvent, qui est androcentrée, donc une médecine qui a été... androcentrée. Andro comme andropause. Qui est centrée sur l'homme. Okay. En fait, quand on décrit une physiologie, quand on l'étudie, on nous décrit un corps humain essentiellement masculin. Blanc. Voilà. Donc, classiquement, un homme blanc d'1,75 m de 60 ans. C'est à peu
après, voilà. C'est l'étalon de la plupart des études cliniques et de la plupart des dossiers qui nous sont rapportés. Or, finalement, la femme, c'est vrai qu'il y a les différences d'hormones, mais il n'y a pas que ça. On sait par exemple que le système de coagulation, il y a certains paramètres qui sont différents. Alors la coagulation, c'est quand on arrête de saigner ? Ouais, la coagulation, c'est ce qui va nous permettre, effectivement, lorsqu'on se blesse, d'être en capacité d'arrêter le saignement rapidement. Et donc, on sait qu'il y a des différences dans le système de coagulation entre les hommes et les femmes. On sait qu'il y a des différences de métabolisme. On l'a tous expérimenté, hein, quand on a un homme à côté de nous et qu'on boit la même quantité d'alcool, on va pas du tout encaisser de la même manière. Et ça n'est pas parce qu'on est plus petite et moins épaisse, c'est aussi parce que le métabolisme et les enzymes qui dégradent l'alcool ne sont pas les mêmes chez l'homme et chez la femme. C'est pas que c'est moins bien, c'est juste que c'est différent. C'est juste que c'est différent. Et la grande difficulté quand on essaye de comprendre les spécificités des maladies chez les femmes, c'est que d'abord on les regarde par les hormones, parce on nous a appris comme ça. Et puis seulement après, voilà. Et puis seulement après, désormais, on commence à prendre en compte qu'il y a d'autres différences anatomiques. Par exemple, les vaisseaux, les carotides le cou est plus petit chez les femmes. Et notamment, dans certaines études qui étudient le bénéfice de la chirurgie sur les vaisseaux du cou, eh bien, les résultats ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes parce que d'un point de vue anatomique et technique, la manière dont on va ouvrir le vaisseau et le refermer ne sera pas le même. Et là, c'est juste un problème vraiment d'anatomie, de tuyaux, de taille de tuyaux. Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus loin que juste les hormones, mais néanmoins, sur les vaisseaux, cela joue un rôle très important. Vraiment, c'est passionnant et surtout, c'est vraiment un problème auquel on n'est pas du tout sensibilisé. Donc, par exemple, quand vous parlez de prévention pour les AVC, c'est quoi ? C'est un peu comme toutes les maladies cardiovasculaires. En fait, les AVC, ça rentre dans les maladies cardiovasculaires ? Alors moi, je milite en tant que présidente de la Société française neurovasculaire pour dire cardio-neurovasculaire. Cardio-neurovasculaire. Alors c'est plus long, mais c'est vraiment important parce que effectivement, 80% des accidents vasculaires cérébraux peuvent être évités. 80% des AVC peuvent être évités. C'est très important. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous pouvons agir sur notre propre risque, puisque je le répète, une personne sur 4 fera un jour un AVC dans sa vie. En France, il y a un AVC toutes les 4 minutes. Un AVC en France toutes les 4 minutes. Et ces personnes-là ont quel âge ? Quels âges ? La moyenne d'âge est actuellement à 71 ans. Ok. Mais un quart des AVC survient avant l'âge de 65 ans. Et comme on parle de beaucoup de patients, il y a beaucoup de sujets jeunes. Ce que l'on voit au cours des dernières années, c'est qu'il y a beaucoup plus d'AVC du sujet jeune. Ça peut aussi toucher les enfants. C'est rare chez les enfants, mais à tout âge, on peut faire un accident vasculaire cérébral. Et on a vu augmenter le nombre d'AVC du sujet jeune au cours des 10-15 dernières années. Probablement parce que les facteurs de risque, notamment le surpoids, notamment la sédentarité et probablement aussi la pollution atmosphérique ont un impact sur la qualité de nos vaisseaux et sur notre cerveau. Donc en fait, la prévention, c'est quoi ? C'est jouer sur la qualité des vaisseaux, mais aussi ce qui circule à l'intérieur ? Ouais. Alors la prévention, ça va être tout d'abord d'essayer d'avoir les vaisseaux les plus souples possibles. Souples. Et pour assouplir les vaisseaux, c'est-à-dire en gros lutter contre l'hypertension artérielle aussi, pour assouplir les vaisseaux, le sport. Et ben voilà. Alors moi je dis l'activité physique. Ok. Pour ne pas, quand on parle à des sportifs, ok, on a bien compris, mais beaucoup de nos concitoyens ne sont pas sportifs, ou en tout cas ne se considèrent pas comme sportifs. Et donc, promouvoir l'activité physique, c'est vraiment très, très important, et de l'intégrer. Alors, ça n'est pas à toi que je vais évoquer ce point d'importance, l'intégrer dans sa manière de vivre. Donc, l'activité physique, c'est vraiment très, très important. Et si on ne veut pas faire de sport, la marche,
La marche, c'est quelque chose de ça formidable. Suffit pour assouplir les vaisseaux ? On estime qu'environ 30 minutes, alors c'est au moins 30 minutes, parce que c'est à partir de 30 minutes qu'on commence à avoir un effet physiologique sur la vasodilatation. Plus que 30 minutes. Ben oui. Déjà 30 minutes, c'est bien. Ok. Hein, et ça peut être découpé 6 fois de 5 minutes ? Non. Ouais. 30 minutes. C'est vraiment des périodes qui sont importantes. Moi, j'ai beaucoup de patientes. Mais ça, c'est important de le dire. Bien parce sûr. que parfois, on dit, ah oui, mais marcher 3-4 minutes par-ci, par-là. Oui. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas de ça dont on parle. C'est vraiment une activité de type cardio. Donc, au moins 30 minutes. Idéalement, on dit 30 à 45 minutes d'une activité de type cardio-training. Donc, ça peut être de la marche. Mais si on aime courir, nager, faire du vélo, c'est encore mieux. Okay. Mais pas forcément très dur, quoi, juste même semaine. Confortable. Même confortable. Okay. Idéalement 3 fois par semaine. Ok. Donc ça, c'est le côté activité physique, bouger pour assouplir les vaisseaux. Ensuite, il faut éviter que les vaisseaux s'encrassent. Et ça s'encrasse les vaisseaux avec du cholestérol. Donc il faut, à partir de 40 ans, je pense, faire un bilan 1 fois par an. Et d'ailleurs, si on prend un traitement hormonal, une contraception, on recommande de faire un bilan 1 fois par an aussi lié aux traitements hormonaux. Donc, pour vérifier le taux de cholestérol. Et puis, si le cholestérol est trop élevé, eh bien, dans ce cas-là, on va essayer de modifier son alimentation. Okay. C'est aussi important de se dire que dans la prévention, on va s'adapter à l'histoire de la personne. Elle peut avoir des antécédents, mais aussi à son histoire familiale. Un antécédent vasculaire, que ce soit au niveau du cœur ou au niveau du cerveau, notamment avant 60 ans, marque une hérédité et peut-être une fragilité au niveau des vaisseaux. Et donc, il va falloir être encore plus rigoureux peut-être dans son approche. Il faut faire attention également au sucre, parce que le sucre va contribuer à engraisser les vaisseaux. Donc le sucre engraisse les vaisseaux, c'est pas forcément... Alors quand on a du diabète, le risque du diabète, c'est de participer à la création de maladies qu'on va appeler l'athérome, encore une fois, la graisse dans les vaisseaux, mais également le sucre va participer au fait d'avoir des petits vaisseaux de plus en plus rigides. D'accord. Okay. Donc, on fait une prise de sang. Sur la prise de sang annuelle, on regarde sa glycémie, c'est-à-dire son taux de sucre. Et s'il est trop élevé, on prend un avis et on modifie d'abord ses habitudes de vie. Et puis ensuite, éventuellement, on prend un traitement. J'ai pas parlé du plus évident, qui est quand même ne pas fumer. Ne pas fumer. Ouais. Là, c'est vraiment un élément en termes de prévention. La cigarette vraiment joue sur les vaisseaux, la qualité de la paroi des vaisseaux. Absolument. La cigarette, elle participe à la fois à rendre les vaisseaux rigides et à la fois elle participe au fait que les plaques d'athérome vont s'y déposer. Ok. Et puis, la cigarette, elle va aussi agresser le tissu cérébral dans son ensemble. Et donc vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment l'arrêt du tabac. Et alors donc le tabac, mais aussi la vape, e-cigarette. Non, on n'a pas de données allant dans ce sens pour le moment avec la cigarette électronique, puisque ce que l'on considère comme vraiment le plus nocif dans les cigarettes, c'est le goudron. Ok. C'est fou quand vraiment on dit qu'il y a du goudron. Non, mais quand on voit ce qu'on on se mais ça a vraiment un impact très très important. Donc la cigarette électronique, à la fois on n'a quand même pas énormément de recul, mais ça a l'air d'être moins toxique pour le système cardiaque et cérébral que la cigarette tout court. En sachant que ça reste toxique d'un point de vue pulmonaire. Mais ça reste absolument, et ça augmente le risque de cancer, notamment du cancer du sein chez la femme. Puisqu'on parle des habitudes de vie, il y a la consommation d'alcool. Okay. Alors on va dire, non, je ne suis pas rigolote. Non, mais de toute façon, dans ce podcast, on ne parle que de trucs pas rigolos. On a même parlé d'arrêter les poils en téflon. Donc, il n'y a pas de problème, on peut tout dire ici. Alors, l'alcool. La problématique, c'est l'alcool tous les jours, et même un peu tous les jours. Quand j'aborde la... Non, mais ça, je pense que c'est très important d'en parler parce que finalement, souvent, l'alcool, on dit alcoolisme, personne ne se sent vraiment concerné. Et en réalité, quand on parle de la consommation quotidienne sur le long terme,
là, quand on parle de peut-être 10-15 verres par semaine, beaucoup de gens sont concernés. Oui, absolument. Et en particulier les femmes. Et donc, moi, j'avais réalisé une étude sur un type d'AVC particulier qui est l'hémorragie cérébrale. Et j'avais remarqué que la consommation excessive d'alcool, c'est-à-dire pas l'alcoolisme, c'est-à-dire je ne parle pas de personnes qui sont dépendantes. Eh bien, le fait de consommer, donc pour les femmes, 2 verres par jour. 2 verres par jour, c'est pas beaucoup pour les femmes. Mais tous les jours. Ouais. 2 verres par jour, tous les jours, augmente le risque d'avoir une hémorragie cérébrale. Cette hémorragie cérébrale, elle est plus grave. Et lorsqu'on regarde les cerveaux sur l'imagerie, les cerveaux des personnes qui boivent 2 verres d'alcool par jour, en particulier les femmes, ont un volume de cerveau beaucoup plus petit. Oh, alors attends, il y a beaucoup de choses à dire. C'est de l'atrophie. De l'atrophie. De l'atrophie. En fait, c'est le cerveau qui Exactement. réduit parce qu'on boit de l'alcool. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à concevoir parce que pour la plupart des gens, la toxicité de l'alcool, c'est vraiment la dépendance. C'est une problématique. Ou la cirrhose du foie. C'est une problématique. Mais moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle juste d'une consommation que je vais qualifier d'excessive, notamment parce qu'elle est quotidienne. Donc, dans mes consultations, lorsque j'évoque la prévention, donc souvent chez des personnes qui ont déjà fait un accident vasculaire cérébral ou qui ont des facteurs de risque importants, eh bien, quand j'aborde la question de la consommation d'alcool, je ne promeus pas l'alcool zéro, parce que c'est très difficile. Après, si on y arrive, tant mieux. Mais en revanche, pas tous les jours. C'est-à-dire, si on aime prendre un verre tous les jours, et dans ce cas-là, un verre tous les 2-3 jours. Mais pas... Un verre tous les 3 jours. Voilà, mais pas beaucoup, tous ça. Les jours. Non, c'est pas beaucoup. Ça n'est pas beaucoup, mais ça a un impact important pour préserver les vaisseaux du cerveau, mais aussi les cellules du cerveau, ce qu'on appelle les neurones, et toutes ces cousines et alors, qui vivent autour pourquoi est-ce que d'elles. les femmes sont plus concernées par cette atrophie du cerveau que les hommes? Je pense que c'est principalement parce qu'elles métabolisent, c'est-à-dire elles vont digérer l'alcool différemment. Okay. Et donc la toxicité va être un peu plus rapide pour une petite quantité. Okay. Et puis, donc, on a parlé de l'alcool, mais on peut aussi parler de l'alimentation. Oui. Donc, oui, c'est l'alimentation, sucre. Équilibrée. Donc, effectivement, essayer de favoriser l'alimentation végétale, les légumes, les fruits, éviter les viandes trop grasses, éviter le fromage. Voilà. Attends, là, professeur Cordonnier. Non, je dis éviter, j'ai pas dit zéro. Ouh, non, mais attends, un médecin qui dit éviter le fromage, ok, mais ça veut dire quoi, éviter le fromage? Pas tous les jours. Pas tous les jours et quelle quantité? Oui. Parce que si c'est pas tous les jours, mais qu'il y a un plateau de fromage le vendredi soir de 350 grammes... Là, je pense qu'il y a mon mari qui est en train de se marrer. Non, mais parce que finalement, parfois c'est ça. C'est-à-dire que tu fais un peu tout bien toute la semaine, ton sport, ton bien manger, dali-dada, et le vendredi soir, samedi soir, tu vas te faire un énorme plateau de fromage, 4 verres de vin, et ensuite le samedi, pareil, rebelote sur un autre repas ultra trash, et le dimanche midi, tu termines. Finir, ouais. et ça fait déjà la moitié de la semaine. C'est ça. Donc absolument. En fait... Voilà, il y a ce côté régulier, mais aussi la régularité dans les excès. Je crois qu'on en a un petit peu conscience quand même. On a toujours cette petite idée derrière la tête, ce sentiment de culpabilité. C'est bon, la culpabilité aussi de temps en temps. C'est bon un peu, ouais. Je crois que là, quand on discute de la prévention, c'est essayer d'expliquer des grandes lignes de conduite qu'il n'est pas indispensable de suivre à la lettre quotidiennement. De toute façon, c'est pas tenable. Mais c'est prendre conscience de la manière dont on s'alimente, de la manière dont on bouge, de la manière dont on décide à un moment donné d'être acteur de sa santé. Et de ne plus subir. Alors, souvent, ça arrive un peu avec la maturité, avec l'âge. Quand on a déjà quelques problèmes de santé, on essaye un petit peu de raisonner sur ce concept. Quand on est jeune, on
on s'en rend moins compte, concerné, ouais. On se sent moins vulnérable. Mais je crois vraiment que la prévention, cela fonctionne si on prend conscience et que l'on a les connaissances. Et après, on en fait ce qu'on veut. Mais ce qui me semble important, c'est que chacun ait cette connaissance. Et puis, il fera ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de sa vie et de ses facteurs de risque. Donc là, je crois qu'on a évoqué quand même beaucoup de grandes lignes. Il y a une ligne qu'on n'a pas évoquée, c'est comment se comporter par rapport à la problématique de la pollution atmosphérique. Oui, et en particulier quand on fait de l'activité physique et en particulier en extérieur. Alors là, par exemple, je me sens très concernée. Ouais. Au cours des années là, qui viennent de s'écouler, l'OMS ou les grandes études internationales ont de plus en plus été en capacité de montrer l'impact de la pollution atmosphérique sur le risque, notamment d'accident vasculaire cérébral. En particulier, la pollution pour nos pays, on va dire les pays européens, la pollution aux particules fines, donc notamment liée à l'industrie ou aux voitures. C'est différent dans les pays en voie de développement où c'est une pollution qui est essentiellement à l'intérieur des maisons, avec notamment les modes de chauffage. Donc pour nous en Europe, alors que d'un côté, on promeut l'activité physique et je dis, allez, il faut sortir et courir ou marcher 30 à 45 minutes plusieurs fois par semaine, eh bien, j'ajoute désormais, mais pas quand il y a une alerte haute intensité, particules fines. Et puis surtout, on ne va pas courir sur une voie cyclable juste à côté des voitures. En général, je prends des photos, je les utilise dans mes topos et je dis, là, vous ne courez pas pour vous éloigner de l'AVC, vous courez vers l'AVC. C'est horrible ce que vous dites, parce que moi, tous mes fractionnés, je les fais pas très loin de l'autoroute, mais genre vraiment à côté de la 13. Mais ça, je pense qu'il faut véritablement... arrêter. En tout cas, je pense qu'il faut essayer de trouver une solution alternative. C'est le seul endroit bien plat de la forêt. Ouais, mais c'est difficile. Moi-même, qui cours régulièrement, les premiers jours, il a fait beau sans vent. Au bout de 48 heures de soleil, on était sur des alertes pollution atmosphérique très importantes. Et je dois dire, les premiers jours du printemps où il fait beau, je suis quand même allée courir. Bon, mais par contre, je ne vais pas courir à côté d'une voie d'autoroute, ça c'est certain. Bon, ça c'est OK pour mes fractionnés, c'est fini. Mais alors, attendez, parce que là, moi, je pense à tous les Parisiens et franciliens. Ouais. Donc, moi, je prends le périph' régulièrement. Toutes les portes de périph', il y a les stades de foot. Les stades d'athlé, ils sont là, ils sont au niveau des portes de périph'. Je pense à la porte d'Asnières, porte de Champéret, porte d'Auteuil, porte d'Aubervilliers, pour n'en citer que quelques-uns. Mais c'est légion. Donc les enfants, mais même les adultes, font leur foot, leur athlétisme et tout ça, sous le périph' ou à côté du périph', tous les jours. Ouais. Oui, alors il faut quand même remarquer que ce sont des données qui en termes de santé, ont été démontrées sur la dernière décennie. Et les infrastructures, elles ont été construites il y a longtemps. Mais ça veut dire que dans la manière dont on imagine la ville de demain, ou la manière dont on essaye d'organiser à l'échelle individuelle son parcours de vie, son activité physique, etc., ce sont des éléments à prendre en compte. OK. Et donc, en fait, c'est parce que, par exemple, on dit pour les fruits et légumes, même s'ils ne sont pas bio, ça vaut mieux quand même de prendre un fruit ou un légume qui a eu des pesticides plutôt que de ne pas manger de fruits et légumes. Là, par contre, pour le sport proche d'une source de pollution, là, il vaut mieux pas faire de sport plutôt que d'aller faire son sport près de l'autoroute ou du périph'. En tout cas, l'activité de type cardio, oui. Non, pas à côté du périph'. Un an et demi de fractionné près de l'autoroute. Alors, si c'est entouré, s'il y a des arbres entre la voiture et voilà. Et puis... en hiver, les arbres, ils sont vides. C'est comme le reste des conseils de prévention qu'on vient d'aborder. C'est un élément qu'on peut essayer de prendre en compte et d'intégrer progressivement dans notre manière de vivre, mais on n'y arrivera pas à 100% et c'est pas grave. Il faut juste avoir conscience que ça participe un peu à notre risque. Et encore une fois, une personne sur 4 fera un jour un AVC dans sa vie. Il faut donc mettre toutes nos chances de notre côté pour essayer de le prévenir et de l'éviter au maximum.
Super intéressant, merci pour toutes ces informations. Pour terminer ce podcast, j'aurais eu envie qu'on parle du cerveau un peu plus largement. Donc c'est moins le côté vasculaire, mais plus cette connaissance du cerveau, de la mémoire, de cette petite voix aussi qu'on a dans la tête peut-être. Donc le cerveau, en gros, c'est un organe. On ne connaît pas très bien. Est-ce qu'il y a des avancées en ce moment sur l'amélioration de... je sais pas, des maladies du cerveau comme Alzheimer, par exemple, qui nous fait un peu tous flipper concernant la longévité. Perdre la boule, c'est un peu le dernier truc que tu as envie. Est-ce qu'il y a des progrès sur ça ? Est-ce qu'il y a des meilleures connaissances, vraiment ? Je crois que les connaissances du cerveau ont explosé à partir du moment où on a été véritablement en capacité de le regarder attentivement et de le regarder fonctionner. Et c'est notamment l'imagerie cérébrale. Le fait de pouvoir faire une IRM du cerveau et de voir comment il est constitué avec ce qu'on appelle la substance grise, qui est toute la partie périphérique du cerveau, puis au milieu, une structure qu'on appelle la substance blanche. Donc on arrive à regarder toutes ces petites circonvolutions et la manière dont il est structuré. Mais mieux encore, on arrive à faire ce qu'on appelle des IRM fonctionnels. Donc par exemple, si je mets devant toi un cadran où tu vas voir des petites lumières s'allumer, eh bien, lorsque je vais regarder, en même temps que toi, tu regardes ces petits stimulus de la vision, lorsque je regarde l'activation de ton cerveau, je vais voir que l'arrière du cerveau, ce qui s'appelle le lobe occipital, va se mettre à s'activer, c'est-à-dire qu'il va extraire l'oxygène qui arrive dans les vaisseaux du cerveau. Il va extraire l'oxygène et le sucre pour fonctionner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Et donc, on a appris à faire des techniques. Par exemple, les patients sont allongés. On leur demande de ne penser à rien. C'est ce qu'on appelle le resting state. Donc, quand on reste sans rien faire. Et puis, d'un seul coup, on leur demande de compter. Et là, on va voir la zone du calcul. Et puis, on va leur demander de réciter un poème qu'ils ont appelé. Et là, on va voir où se sont stockées ces informations. Donc, le fait de pouvoir visualiser le cerveau nous a beaucoup aidé à mieux comprendre certaines maladies. Maintenant, c'est le tout début. C'est vraiment le tout début de ce qu'on appelle les neurosciences. Et au début, tu as décrit un petit peu l'ensemble de mes activités professionnelles. Alors, il y en a une autre. Donc, moi, je suis chercheuse aussi au Centre de neurosciences et cognition de l'INSERM de Lille. Et notre centre, justement, essaye de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et en comprenant comment il fonctionne, comment on va pouvoir finalement l'améliorer, à affronter les défis, notamment de la longévité. Oui. Alors, tu évoquais la maladie d'Alzheimer. Finalement, la maladie d'Alzheimer, si on résume de manière sans doute un petit peu caricaturale ce qui se passe dans le cerveau, les neurones meurent. Comme toutes les cellules, en fait. Comme toutes les cellules, okay. Absolument. Mais et ça se régénère ? Voilà, le problème, c'est que ça ne se régénère pas. Une fois que le neurone est mort, on n'est pas capable de le remplacer. Alors, en 2025, on n'a pas encore réussi à trouver un médicament qui empêche les neurones de mourir ou qui leur permette de se régénérer. On ne sait pas faire ça. En revanche, ce qu'on sait faire, et qui marche, c'est de travailler sur l'environnement de ces neurones. Le neurone, il vit dans un environnement où il y a du sucre, de l'oxygène, du sang qui arrive. Et si on arrive à avoir un bon environnement avec une bonne pression artérielle, des vaisseaux souples, et puis de la stimulation cognitive qui permet à toutes les zones du cerveau de s'activer régulièrement, eh bien cet environnement de qualité va ralentir la mort des neurones. Okay. Et on sait que ces stratégies-là, donc celles dont on vient de parler, ce qu'on appelle la prévention vasculaire, eh bien cette stratégie-là, lorsqu'on la met en place, on retarde de 5 ans le diagnostic d'entrée dans la maladie d'Alzheimer. Okay. Donc quand on dit qu'on n'a pas de traitement pour guérir l'Alzheimer, c'est vrai, mais on a des stratégies pour le prévenir de manière
relativement efficace. Ok. Et on ne peut pas créer des nouveaux neurones une fois passé un certain âge. Pourtant, j'avais lu comme quoi on avait réussi, comme quoi si c'était possible de créer des nouveaux neurones. Alors, ce que l'on fait, et il y a des études en cours, et il y a notamment une équipe à Grenoble qui développe cela, notamment dans l'accident vasculaire cérébral, puisque finalement, quand il y a un trou qui se forme dans le cerveau, on perd une fonction et donc on aimerait bien essayer de remplacer cette fonction en mettant des nouveaux neurones. Et donc c'est la greffe de neurones. Voilà, c'est ça. Donc c'est essentiellement plutôt avec ce qu'on appelle des cellules souches qu'on va essayer d'aider à se transformer en neurones. Il y a des essais cliniques qui essayent un petit peu d'aider le cerveau à se réparer. Mais je pense que dans les 10 ans qui viennent, on n'y est pas dans la pratique clinique. Et donc, la prévention va rester, je crois, la meilleure arme. Et peut-être, il y a une chose dont on n'a pas parlé quand on parle d'activité physique et de sport, c'est que ça stimule énormément la mise en connexion des cerveaux. La mise en connexion des différentes parties du cerveau. Puisque quand on marche, quand on court, quand on fait un jeu de raquettes, etc., on va avoir la partie droite du cerveau qui s'active pour bouger le corps à gauche et inversement, la vision, la concentration, l'émotion. Et donc, le fait de pratiquer ces activités, c'est aussi très, très bon pour améliorer les connexions qu'il y a dans les différentes parties du cerveau. C'est fascinant, le cerveau. Ah ouais, tout à fait. Et moi, il y a une autre partie qui me fascine énormément, qui concerne plus mon métier et aussi le sport pratiqué, c'est le contrôle de son... Alors, pas contrôler son cerveau, mais entre, par exemple, la méditation, le yoga nidra, qui est le yoga du sommeil, ou le fait de s'habituer mentalement à un effort très intense et de calmer un peu ses pensées. Tout ça, en fait, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'on arrive à contrôler ce qui se passe à l'intérieur volontairement ? Alors, il y a quelques études qui ont été faites, notamment avec Mathieu Ricard, qui est un moine tibétain, et qui avait participé à l'analyse un peu de son cerveau dans certaines IRM, notamment l'IRM fonctionnelle que j'ai évoquée, pour voir quelle partie de son cerveau s'activait. Donc, effectivement, quand on va faire un travail de méditation, on va voir se modifier les rythmes d'activation de certaines parties du cerveau. Mais pour l'instant, on est capable de voir quelle partie du cerveau va se modifier, mais on n'est pas encore capable de comprendre pourquoi, par quel mécanisme. Mais c'est vrai que toutes ces études, il y a aussi une équipe à Caen qui travaille sur l'impact de la méditation pour améliorer les performances cognitives, notamment dans les stades précoces de maladies comme la maladie d'Alzheimer. Donc, on sait qu'on peut corréler, en tout cas, l'activité de méditation et les modifications d'activation de certaines zones du cerveau. Mais on ne peut pas aller encore beaucoup plus loin. Et c'est bien de modifier l'activation de ces certaines zones. En fait, ça a créé des bénéfices ou on ne sait pas, en fait? Pour l'instant, on ne sait pas. Après, le principal bénéfice, c'est le bien-être. Oui, le ressenti du patient. Est-ce que là, on entre plus sur des problématiques qu'on appelle les neurosciences cognitives, et puis c'est la frontière avec la psychologie et la psychiatrie, où on sait bien que le fait essayer de modifier les seuils d'anxiété ont un impact sur le bien-être, mais aussi sur les maladies vasculaires. Donc, ça reste encore un grand mystère. Vous pratiquez, vous, la méditation, la sophrologie ou la respiration pleine conscience ou cohérence cardiaque, toutes ces genres de méthodes? Alors, je suis pas une bonne cliente pour la méditation. Je suis un petit peu speed. J'ai été moi-même très malade et pendant les périodes notamment de chimiothérapie, j'ai appris... j'ai d'abord essayé avec des applications comme Petit Bambou. Ça m'a pas beaucoup parlé, mais en revanche, j'ai pris un peu de différentes écoutes, et puis je crois que j'ai inventé ma propre méthode qui me correspond bien, mais c'est un petit peu ce que vous évoquez, c'est-à-dire dans les situations de stress aigu ou même d'effort intense,
essayer de ralentir légèrement la respiration et le rythme cardiaque, en essayant de switcher un petit peu sa concentration, non plus sur l'effort et la douleur, ou sur quelque chose de désagréable, comme par exemple la perfusion de chimiothérapie, essayer de switcher son attention sur une image positive qui vous fait du bien. Alors voilà, chacun va trouver son ancrage. Voilà, chacun va trouver la sienne. Et puis aussi parfois réussir à presque se déconnecter de son propre corps et d'être un petit peu en dehors, en observateur. Tout en gardant une certaine automaticité des mouvements, si par exemple c'est pendant une activité physique ou pendant un geste médical. Donc voilà, j'ai construit quelque chose qui me fait du bien à moi. En tout cas, je recommande régulièrement à mes patients d'explorer. D'explorer soit la méditation, soit la sophrologie, et de voir si ça leur correspond. Et puis pour certains ça correspond, pour d'autres ça correspond pas du tout. Et il faut, je crois, juste que chacun essaye de découvrir différentes opportunités, puis ensuite choisir la sienne. Mais voilà, à titre personnel, j'ai ma petite recette. S'il y avait peut-être un dernier mot à dire sur les femmes, vous, votre message, c'est les femmes ont un cerveau. Je trouve que c'est vraiment très puissant comme et elles phrase. Peuvent apprendre à en prendre soin. L'un de mes messages, c'est que on est quand même relativement programmé pour prendre soin des autres, mais que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord apprendre à prendre soin de soi. Apprendre à prendre soin de son cerveau, c'est aussi un gage de continuer à vivre le plus longtemps possible avec toutes ses facultés physiques pour se déplacer, ses facultés d'autonomie pour réussir à se débrouiller toute seule si on le souhaite, ses facultés émotionnelles pour pouvoir véritablement s'engager aussi dans une vie qui peut nous permettre parfois, parce qu'on a parlé de choses assez sérieuses et pas toujours très drôles, mais aussi des belles choses de la vie et surtout de rire. Ça fait beaucoup de bien au cerveau de rire. Merci infiniment, professeure Charlotte Cordonnier, d'avoir participé à ce podcast. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis sûre que vous avez été très intéressés parce que, qu'on soit concerné ou non, il est bon de savoir quoi faire en cas d'AVC. Alors faites tourner cet épisode d'utilité publique et à très vite sur Long Live. Salut!